jour dédié pour la réfouachement, la guérison rapide et complète de Suzy Zaiza Bat Emma Mia. Voilà aujourd'hui d'un rabbin qui vivait il y a une cinquantaine d'années à New York et qui a reçu sous les ordres de les conseils de son Rosh Hashiva, il est allé devenir rabbin d'une petite communauté dans le New Jersey, un petit village comme ça, dans un quartier. Pas avec des gens tellement orthodoxes, pas des élèves de yeshiva, des gens normaux comme ça, difficilement un peu religieux. Mais bon, il y a une communauté, il y a une synagogue. Lui s'est battu pour qu'il y ait un mikvé, il s'est battu pour qu'il y ait une école juive, il s'est battu pour qu'il y ait un chevra kadisha. Et bon, pendant quelques années comme ça, il gère la communauté. Au bout d'un moment, il avait un peu ras-le-bol. Je fais des discours, j'essaie de sensibiliser les gens, il n'y a rien qui avance. Est-ce que je continue? J'ai des offres extrêmement intéressantes, pas d'être rabbin de communauté, mais de travail à New York. Peut-être je sors, en plus être rabbin, ça ramène pas beaucoup d'argent, il y a des besoins. Peut-être j'arrête et puis je vais travailler. C'était un chassid de Vishnitz, et le grand rabbi allemand de Vishnitz habitait à Jérusalem. C'est bon, je prends l'avion, je vais à Jérusalem, je demande la question au rabbi, c'est une question grave pour toute la vie. Il prend l'avion, il arrive à Jérusalem, là on lui dit que le rabbi se prépare pour partir en Suisse, c'était en été, ils allaient toujours à Lugano. Il dit pas de problème, je suis arrivé de New York jusqu'ici, je suis le rabbi, je vais aller jusqu'en Suisse à Lugano. Ok, il arrive à Lugano, il fait la queue comme ça, à la fin il rentre dans le salon du rav, et le rav le voit, il dit viens, assieds-toi à côté de moi. Et il y a un autre rabbin qui doit arriver, il lui dit venez aussi, et à ce moment sa femme amène un thé au rabbi. Il dit écoute-moi, si ça ne dérange pas, peux-tu s'il te plaît amener aussi un thé à ces deux rabbinim? Alors lui était super choqué que le rabbi l'appelle un rav. Un rabbi il appelle sa communauté, les gens normaux, d'accord, monsieur un tel, appelez rav, ça veut dire que tu es quelqu'un d'important. Là il a compris, même plus besoin de poser la question, le rav m'appelait rav, donc je reste rav, je reste dans ma communauté. Ok, il a bu le thé, il a parlé un peu et est reparti à New Jersey. Et là, on l'appelle tout à coup de l'assistance publique, on lui dit écoutez, je suis juive d'origine, je travaille ici à l'assistance publique, bon, je suis pas religieuse, on a reçu maintenant 5 enfants, qui ne peuvent plus rester chez leurs parents, une partie est orphelin, d'autres, les parents ne peuvent pas les garder, et ils sont juifs. Je suis juive, donc je me suis dit peut-être que ce serait mieux qu'ils aient dans une école juive, comme ça ils auraient un peu le patrimoine juif. Moi, je suis pas pratiquante, mais au moins qu'ils aient un peu de patrimoine. C'est dommage de les envoyer à l'école publique laïque. Il dit, je suis entièrement d'accord avec vous. Écoutez, je reviens vers vous, je vais voir avec le comité de direction de l'école. Il va voir le comité de direction de l'école, qui leur dit, ok, mais ils vont payer. Alors, il dit, impossible. Les parents, il y en a qui sont orphelins, il n'y a pas de parents. Les autres, il n'y a rien, pas un penny qu'on peut leur sortir. Alors, le comité dit, on peut pas. Combien ça coûte? $1000 par élève, minimum, par année. Pas une somme faramineuse, mais c'est le minimum du sens, ça, même pas question d'en parler. Bon, le rav sort de là-bas, furieux, je veux dire, je comprends pas maintenant, il y a 5 élèves, on va les laisser partir à l'école publique, ils vont lui dire des non-juifs, etc., mais on peut pas faire une chose pareille. Que faire? Il revient demain au comité d'écouter, j'ai bien réfléchi, c'est moi qui prends sur moi de payer la scolarité de ces 5 enfants. Le comité est super ébahi, il accepte, tu acceptes, ok. Il sort de là-bas, il se dit, mais comment je vais faire? Il n'a pas la moindre idée de comment il va pouvoir payer cela. Déjà, il s'occupe du mikvé, il s'occupe de la communauté, il s'occupe de chevra kadisha, etc. C'est lui qui va déjà chercher l'argent pour ça. Tof, avec l'aide de Dieu. Un beau jour, on lui dit qu'il y a une dame dans la ville, qui est bijoutière, et qu'elle est connue pour pas donner beaucoup d'argent, mais peut-être il pourra la sensibiliser. Il va la voir. Et il lui dit, voilà, 5 enfants, les pauvres, les parents orphelins, ils ont personne, etc. Et Baruch Hashem, il a reçu la sensibiliser, il lui fait un chèque de $5000, et il est tout content qu'il ne peut pas nous payer la scolarité des enfants. L'année finie, un enfant rentre chez lui, chez les parents, qui le reçoivent, 2 enfants continuent dans l'école, et 2 autres sont passés, puisqu'ils étaient très bons, sont passés de l'école dans une école plus religieuse, pour finir ensuite à la yeshiva. Les années passent, au bout d'un moment, le Rav Lipa Brenner, comme il s'appelait, quitte sa communauté et monte en Israël. Quelques dizaines d'années plus tard, il est en train de se balader comme ça dans un quartier Jérusalem, tout coup il entend « Rebbe !» Il se retourne, il voit un type qu'il ne connaît pas. Vous ne savez pas de moi? J'étais un des 5 enfants. J'étais comme mon père. Venez, je vais vous montrer vos petits-enfants. Ils vont dans la rue, il y a sa femme là-bas, avec tous les petits-enfants. Regardez, voilà, ça c'est mes enfants, ce sont vos petits-enfants. Parce que grâce à ce que vous avez fait maintenant,
vous avez créé une famille de Torah. C'est écrit dans le Talmud que celui qui enseigne la Torah au fils de son prochain, c'est comme s'il l'a mis au monde. Donc ce sont vos petits-enfants à vous. Appréciez l'acte que vous avez fait. Regardez comment on peut faire avec un peu d'argent ou enseigner la Torah à quelqu'un, combien on peut faire tellement de bienfaits autour de soi, à un point tel que ça devient nos petits-enfants, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.